Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Aujourd'hui, dans les titres de l'actualité régionale, le téléphérique de Brest a eu 1 an ce dimanche. Un anniversaire peu célébré car même si le trafic est plus important que prévu, les problèmes techniques ont aussi été nombreux. Un bar insolite a ouvert ce week-end à Vannes. On peut y boire un verre, mais aussi jouer à des jeux vidéo entre amis ou en couple. Nous y sommes rendus. Et puis découverte aussi dans un instant d'une formation unique, celle de préparateur au voilier de course. Une deuxième session de cours va débuter dans quelques jours à Lorient. Un reportage qui nous conduira à notre page sport. Laurent Villebout, bonjour. Bonjour Julie. Et comment se portent nos équipes bretonnes ? Eh bien, certaines d'entre elles ont gagné, on est content pour elles. Le Quimper Volley 29 en l'occurrence, Concarneau aussi pour les Tonniers. Et puis succès, exploit même du Lanester Handball. Eh bien, vous reviendrez sur tous ces succès, alors Laurent, dans quelques instants dans cette édition. Merci à tous, en tout cas, de nous suivre et bienvenue dans cette édition du JT Breton du lundi 20 novembre 2017. Il y a 1 an, le téléphérique de Brest était inauguré. 12 mois d'activité, mais seulement 10 mois réels de fonctionnement. Les nouvelles technologies développées sur le premier téléphérique urbain de France ont entraîné quelques problèmes techniques. L'installation, qui a coûté près de 20 millions d'euros, a pourtant conquis les usagers. Retour sur cette première année avec Frédéric Lorenzo. C'était il y a 1 an, la ministre de l'Environnement de l'époque recevait le tout premier ticket pour le téléphérique de Brest. Depuis, 720 000 voyageurs ont fait de même. Certains le prennent quotidiennement. Je travaille à la médiathèque des Capucins, donc je le prends pratiquement tous les jours et je trouve ça génial. Moi, comme je suis au Capucin, site international, ça me permet d'aller directement au centre-ville sans avoir à prendre de bus. Et je trouve ça magique, c'est vraiment bien, c'est utile, c'est facile, c'est vraiment super. La traversée inédite au-dessus de la Pinfeld et de la base navale séduit aussi beaucoup de touristes. Je suis à Paris, je suis anglaise, mais je suis venue pour tester aujourd'hui. Nous sommes venus à Brest pour voir le téléphérique. Voilà, nous sommes de Nantes. En tant que Brestoise, on n'avait jamais pu passer sur l'Arsenal et pouvoir y passer et voir l'envers du décor, c'est bien. Le téléphérique crée l'engouement mais reste fragile. Sur 12 mois d'exploitation, l'installation aura été en arrêt total plus de 2 mois. Le tout automatique voulu au départ ne fonctionne pas encore. On se rend compte qu'il n'est pas autonome. Donc du coup, les interventions sont journalières et posent un gros problème de dimensionnement de nos équipes de maintenance. Signe de tâtonnement, l'opération de maintenance fin juillet s'est terminée par la chute de la deuxième cabine, la rendant inutilisable. Brest essuie les plâtres avec son prototype, mais d'autres villes comme Créteil, Grenoble ou Toulouse restent intéressées par ce moyen de transport aérien, sans doute le moins polluant. Semaine de tension pour l'abattoir d'Oux. Ce mardi, la direction présente son plan de relance aux salariés. Benjamin Briand. Semaine sous tension chez Doux et dans ses 8 sites de production du Grand Ouest. Le groupe doit présenter ce mardi et ce mercredi à ses salariés l'avancement de son plan de relance. La direction a acté en septembre dernier son changement de modèle du poulet export vers une production plus qualitative. Reste toutefois à trouver le financement de cette réorientation. Doux représente quelques 300 éleveurs, 1500 emplois directs et 5000 indirects. Le syndicat mixte du Blavet dans le Morbihan vient d'installer 9 échelles de crues et 13 repères le long du cours d'eau. Objectif, à défaut de pouvoir empêcher les crues, en limiter les dégâts. Le dispositif fait partie d'un plan de plus d'1 million d'euros lancé il y a 2 ans. Le Blavet a notamment largement débordé en 1995, 2001 et 2014. Quelques 250 personnes ont participé ce week-end à Saint-Agathon dans les Côtes-d'Armor à la 5e édition de la marche solidaire contre les violences faites aux femmes. Parmi elles, le député La République En Marche, Yannick Kerlogo, qui a rappelé le projet de loi en cours d'élaboration. Parmi ces articles, le dépôt d'une pré-plainte en ligne, l'allongement des délais de prescription, la création d'un outrage sexiste ou encore la création d'un seuil d'âge du consentement sexuel. Nouveau carton plein pour la convention tatouage de Saint-Brieuc ce week-end. Plusieurs milliers de personnes ont fréquenté ces allées et profité de la présence d'artistes renommés dans le milieu. L'édition de l'an prochain est d'ores et déjà en préparation.
Enfin, le plus grand sauna libertin de Bretagne va voir le jour à Lanester, dans le Morbihan. Il prendra la place d'un ancien restaurant ouvrier qui a subi 6 mois de travaux pour un total de 125 000 €. Une réunion en préfecture est prévue la semaine prochaine pour préparer son ouverture. Ce dimanche avait lieu la cérémonie du souvenir dans le cimetière allemand de Ploudaniel-Lesneven, à côté de Brest. Sur les 5800 tombes de soldats allemands morts en Bretagne, le cimetière ne compte que 3 sépultures de femmes. La seule Française inhumée ici est décédée à Scrignac lors d'un bombardement allié. La jeune femme, qui allait avoir 24 ans, était interprète pour les Allemands. Les dernières années de sa vie sont entourées de mystères. Ses descendants étaient à Ploudaniel ce dimanche. Ils venaient pour la première fois sur la tombe de leur tante. Ils essaient de comprendre ce qui lui est arrivé. Écoutez l'interview réalisée par David Coquet. On n'avait pas beaucoup d'éléments sur sa vie après qu'elle ait quitté la Normandie pour Paris. Alors, nous avons fait des recherches et sur un site internet, on a découvert qu'elle était décédée à Scrignac et qu'elle était enterrée donc au cimetière de Lesneven et qu'elle était interprète dans l'armée allemande. Après l'invasion allemande, elle a certainement connu un officier allemand ou un soldat allemand, et ce qui fait que on n'a pas eu de nouvelles par après. On essaie d'en savoir un peu plus sur sa vie de 1940 jusqu'à 1944. Boire un verre et jouer aux jeux vidéo, vous en rêviez, Julien Callard l'a fait. Ce samedi, cet ancien joueur professionnel a ouvert son enseigne sous la franchise Warp Zone, un lieu pour les passionnés de jeux vidéo, des plus anciens aux plus novateurs. Et Fanny Cocognier a rencontré ce week-end les premiers joueurs. Vous aviez en tête l'image de l'amateur de jeux vidéo, seul chez lui, sans interaction avec l'extérieur. Depuis ce samedi, un Barvantais va à l'encontre de ces clichés. Plutôt que de rester dans ce milieu assez fermé et qui fait penser à autrui que le domaine du jeu vidéo est un jeu très sectaire où les gens sont uniquement bloqués chez eux, comme ça l'a été il y a très longtemps. Et donc au final aujourd'hui on démocratise tout ça, tout le domaine du jeu vidéo, que ce soit compétitif ou simplement plaisir, dans des établissements comme le Warp Zone, un établissement qui est uniquement communautaire. Vraiment l'objectif en tout point, c'est la communauté. Pour jouer, il suffit de consommer. Les clients viennent entre copains ou en couple, comme Nicolas et Marine. Là c'est vraiment une sortie. Chez moi je joue, je mets Skype, on est 5-6 à jouer ensemble. Là au moins je peux sortir, que ce soit avec des amis, que ce soit avec ma femme, que ce soit juste boire un verre en ville avant d'aller au restaurant. Voilà, ça fait un lieu où on se retrouve en fait. Ici, les derniers jeux sur PC côtoient les jeux les plus rétro développés sur les premières consoles. Certains joueurs s'offrent une petite séquence nostalgie. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à la PlayStation 1. Ça fait vraiment du bien d'y rejouer. Il faut se réhabituer aux manettes et au contrôle un petit peu ancien, on va dire. Là, maintenant, on est vraiment habitué à l'optimisation parfaite des consoles récentes. À l'avenir, des tournois doivent être organisés pour ces joueurs. Après des implantations à Rennes et Caen, les créateurs du concept veulent faire du bar à jeux vidéo le bar des sports du XXIe siècle. Et nous découvrons à présent dans cette édition un nouveau métier, préparateur aux voiliers de course. La formation créée en 2016 est unique en France. Le secteur de la voile sportive se professionnalise. Rien qu'au pôle course au large de Lorient et de Port-la-Forêt en Bretagne, ce sont 120 skippers qu'il faut soutenir. Une seconde session va donc démarrer en novembre. Le détail avec Karine Chevrolier. Depuis janvier dernier, Nicolas Duburc travaille au sein de l'écurie Mer Agitée. Parmi ses missions, s'occuper du bon fonctionnement de ce catamaran destiné au transport de passagers lors des départs et arrivées de course. Je m'assure à ce qu'il soit prêt à partir, que techniquement qu'il n'y ait aucun problème. S'il y a des problèmes qui arrivent, mon boulot c'est de les résoudre. À côté de ça, je résine des moules pour fabriquer des pièces pour des nouveaux bateaux, ou je résine des safrans de Figaro par exemple. Nicolas fait partie des 12 stagiaires issus de la formation préparateur de voiliers de course qui a vu le jour à Lorient en octobre 2016. Face au succès de la première session avec 91% d'insertion professionnelle, une seconde formation va être dispensée à partir du 30 novembre prochain.
On va former des préparateurs qui pourront aussi bien intervenir sur le gréement, l'accastillage, qui pourront faire des réparations composites, qui pourront aussi faire des interventions en mécanique, en électricité, en électronique, et qui auront aussi la capacité de faire des inspections de carène, et donc qui apprendront à plonger en sécurité. Et si cette formation a vu le jour, c'est parce que le secteur de la course au large est de plus en plus exigeant. On vient plus faire une transat, on vient plus faire une Jacques Vabre, une route du Rhum, comme ça en déclenchant ça 15 jours avant. Ça se mûrit longtemps avant, on a des designers, on a des bureaux d'études, on a des chantiers très performants et on a des préparateurs, des gens qui mettent le bateau à la main du skipper avant de courir ces très grandes courses. C'est un vrai métier qui méritait un label. Pour intégrer la nouvelle session uniquement destinée aux demandeurs d'emploi, une réunion d'information est programmée le 21 novembre prochain à Lorient. Et ce reportage nous entraîne vers les résultats sportifs du week-end. Nous retrouvons tout de suite Laurent Villebout. Alors Laurent, 3 succès collectifs dans votre sélection ce lundi et on commence par les filles de Quimper. Oui Julie, elles n'avaient pas gagné depuis le début de la saison, vous vous rendez compte, une éternité. Mais ça y est, les volleyeuses de Quimper Volley 29 ont trouvé la clé avec 5 défaites en 5 rencontres, dont 4 en déplacement. Elles sont venues à bout du Stade français. Succès 3-7-0, 25-22, 25-16, 25-20. Au classement, Quimper quitte la dernière place pour l'avant-dernière et s'intercale entre Chamalières 12e et Nancy 10e. Nancy, prochain adversaire des Quimperoises et QFD. Match très important dans l'optique du maintien pour Quimper en déplacement en Lorraine samedi prochain. Autre belle victoire, Laurent, celle des Dragons de Lanester. Oui, Julie, dans ce match de Coupe de France entre Lanester en violet, club de National 1 et Cherbourg, il y avait pourtant une division d'écart en faveur des pensionnaires de D2. Mais déjouant les pronostics, eh bien, ce sont les Morbihanais qui vont dominer les débats de ce 5e tour de Coupe de France. Lanester, l'outsider, va mener 18-12 à la mi-temps pour s'imposer finalement 28-27 avec cette dernière réalisation de Chauvin dans les ultimes secondes de la rencontre. Lanester, donc, qui connaîtra son adversaire des 16e de finale de Coupe de France lors du tirage au sort de ce jeudi. Enfin, Laurent, autre première ce week-end et cette fois c'est pour Concarneau. Oui Julie, ça y est, enfin, il aura fallu attendre la 13e journée de National pour assister au réveil de Concarneau. Les Tonniers s'imposent 5-1 sur le terrain de Cholet. Idaza, Irep, Richtin, Dionisa et Edjouma sont les buteurs. Ils permettent à l'USC de signer là la première victoire des Tonniers à l'extérieur en championnat, la 2e victoire de la saison. Les Tonniers qui sont avant-derniers du championnat de National. Eh bien, merci beaucoup Laurent, en tout cas de nous faire partager tous ces succès bretons. On vous retrouve très bientôt. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée.